Alors ça, c'était pour l'idée de base. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans son enseignement. Ce qui est extraordinaire avec son enseignement, c'est qu'elle nous explique qu'on peut se défaire de toute forme de pensée souffrante. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans un état de souffrance psychologique, c'est qu'on a une pensée erronée sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Et si on est capable d'identifier cette pensée-là et de la transformer avec son approche, on va s'en défaire et après ça, on va vivre de façon beaucoup plus joyeuse et agréable. Byron dit parfois, si vous amenez le processus des 4 questions à votre déjeuner et que vous le faites à tous les petits déjeuners, votre vie va vraiment s'alléger. Même, je ne me souviens pas comment elle dit, c'est une formule qui est encore plus succincte, c'est plus court que ça, mais c'est une façon de dire que si chaque jour on prenait le temps de mettre un focus sur certaines de nos pensées de souffrance, pensées difficiles, pensées désagréables, pensées frustrantes, et qu'on appliquait sa méthode au déjeuner ou au petit déjeuner, on se libérerait de ces choses-là, et de jour en jour, il y en aurait de moins en moins. Elle-même a fait ce processus-là. Elle a vécu un processus très, très rapide d'éveil, mais par la suite, elle avait quand même certaines pensées récurrentes qui venaient, et elle pouvait être assise pendant des heures et elle travaillait ces pensées-là pour finir les décristalliser, ou elle allait marcher dans le désert qui était près de chez elle, là où elle habite aux États-Unis. Donc, pendant environ 2 ans, elle a continué à approfondir le processus avant de le faire avec des milliers de gens, parce que ça commençait à petite échelle, puis ça a grandi, pour être dans des grandes salles comme ça aujourd'hui, un peu partout dans le monde où elle va. Bon, je vais vous donner un exemple de sa technique. La technique repose sur 4 questions et sur un revirement de pensée à la fin. Les 4 questions sont très simples. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai? Comment est-ce que je réagis quand j'ai cette pensée-là, cette pensée de souffrance? Comment est-ce que je réagirais si je n'avais pas cette pensée? Et inversons la phrase. Alors c'est très simple. C'est très simple à retenir, mais il faut le mettre en application. Et quand on lit les livres, quand on écoute les vidéos, on voit l'application qui est faite et on l'enregistre, et après ça devient très facile de la transposer dans notre vie. Donc c'est vraiment pas une technique compliquée, c'est juste qu'il faut la faire. Donc je répète, première question, est-ce vrai? Deuxième question, est-ce absolument vrai? Troisième question, comment est-ce que je réagis quand j'ai cette pensée-là désagréable? Quatrième question, comment est-ce que je réagirais? Comment est-ce que je me sentirais si je n'avais pas cette pensée? Et cinquième étape, finalement, c'est le revirement de la phrase. Quand on fait la méthode au complet, elle a un questionnaire avec 6 questions. Qu'est-ce qui me frustre dans ma journée? Qui est responsable de cette frustration? Qu'est-ce que cette personne-là devrait faire? Bon, il y a une série comme ça de qu'est-ce que cette personne-là ne devrait jamais refaire. Bon, une série de questions, mais qui tournent toutes autour du même thème. Donc, quand la personne veut aller plus en profondeur pour vraiment creuser toute sa frustration sur un sujet ou relié avec une personne, on peut prendre le temps vraiment de répondre au questionnaire comme il faut, ce qui prend quelques minutes. Mais moi, j'ai pratiqué la technique à partir de juste une phrase. Des fois, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a moins de matériel, mais bien des fois, c'est quand même suffisant et c'est un petit peu plus simple. Alors moi, je pars juste avec une phrase de frustration et je la décortique avec le processus. Bon, on va prendre un exemple. L'été dernier, pas cet été-ci, mais l'été 2009, entre autres, j'ai animé des rencontres, des cercles de partage dans le parc près de chez moi, et il y avait toujours une partie de l'activité qui était de faire un peu de thérapie avec l'approche de Byron Katie en petits groupes. Et une journée, il est venu un jeune homme, un jeune garçon qui avait peut-être 18 ans environ, et il nous racontait qu'il y avait une pensée qui le troublait profondément. C'est qu'il avait vu, il y a pas très longtemps, un homme et une femme qui étaient en partie sous près d'une bouche de métro.
et qui négligeaient leurs enfants qui étaient tout près, qui s'en occupaient vraiment pas, puis lui se demandait qu'est-ce que ça donnerait même avec les enfants en voyant l'attitude des parents, et il était très fâché de voir toute cette négligence-là envers les enfants. Alors, il disait, chaque fois que je pense à eux, je viens fâché, ça me fâche, je ne suis pas capable de sortir de cet état-là. Alors, on a pris le processus pour voir comment il pouvait se défaire de cette pensée-là, puis on peut la généraliser. C'est un état de frustration face à n'importe quelle situation de parent qu'on va trouver, on pourrait dire, irresponsable d'une certaine façon. Alors, avec la première question, bon, disons que je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais on prend la première phrase qui serait ces parents-là, les parents ne devraient pas négliger leurs enfants, par exemple. On l'a fait simple comme ça. Alors, on prend la première question. Est-ce que c'est vrai? Les parents ne devraient pas négliger leurs enfants. Après ma barre, on va dire oui, c'est vrai. Quand on va approfondir et qu'on va comprendre plus l'approche de Byron Katie avec plusieurs exemples, elle va nous aider à comprendre que quiconque fait quelque chose ne peut pas faire autrement. Parce que ce qu'on fait vient de tout notre bagage, de tout ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, de nos blessures, de nos difficultés, et on ne peut pas être autrement que comment on est dans le présent. C'est vrai même aussi pour c'est un comportement d'alcoolisme, comme je viens d'en parler, pour de la drogue, pour de la cigarette, pour toutes sortes d'attitudes qu'on peut avoir dans notre vie envers nous-mêmes, envers les autres, au travail. Chaque fois qu'il y a un devrait, cette personne-là ne devrait pas, en profondeur, c'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un des livres de Byron Katie qui s'appelle « Aimer ce qui est », parce qu'elle nous apprend à aimer les situations telles qu'ils ont et à retirer l'essence de tout ça, sans les juger, sans les mépriser, et à voir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie avec ça. Parce que chaque fois qu'on se dit que quelqu'un ne devrait pas faire ça, on essaie de changer l'autre personne, on souhaiterait que l'extérieur soit différent, et ça nous fait souffrir parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres personnes. Et il y a une façon de se positionner intérieurement pour arriver à être bien, peu importe comment les autres vont réagir autour. Et de cette façon-là, on les laisse vivre leur vie et on vit la nôtre et on fait ce qu'on peut, ce qui nous est possible de faire dans le présent. Alors, si je continue le processus, bon, est-ce que c'est vrai? Au départ, la personne va dire oui, c'est vrai que les parents ne devraient pas négliger leurs enfants. Mais en approfondissant, on va arriver à non, ils font ce qu'ils peuvent et si c'est tout ce qu'ils sont capables de faire dans le moment, c'est ça qu'ils doivent faire avec leurs enfants pour l'instant. La deuxième question, est-ce que c'est absolument vrai? Quand on pose la question avec l'absolu, ça nous donne un degré de profondeur différent et on n'a pas la conscience divine absolue pour vraiment savoir que la situation serait vraiment mieux absolument si elle n'était pas comme ça. Qui on est, nous, pour décider que telle personne n'a pas à vivre cette situation-là qu'elle est en train de vivre pour apprendre quelque chose d'important, pour faire des découvertes qui vont la conduire ailleurs. Là, dans l'exemple, que ce soit la situation des parents ou la situation des enfants. Entre autres, Byron Katie, elle ne parle pas de ça, mais moi je fais une petite parenthèse. Quand on s'ouvre à la perspective de la réincarnation, on sait qu'il y a des gens qui ont vécu des turbulences dans une existence et qui sont désincarnés sans les régler, alors ils peuvent se réincarner dans des contextes où la turbulence va être inversée. Je vais prendre l'exemple de l'alcoolisme. Si un adulte est alcoolique et néglige ses enfants, par exemple, c'est possible qu'au moment où il désincarne, puis qu'il ne s'est pas occupé beaucoup de ses enfants et que la personne était prise dans son cycle de malaise, de souffrance, de dépendance, quand elle va se réincarner, ça se peut qu'avec son âme divine, qu'elle choisisse d'aller dans une famille où les parents vont être alcooliques, pour voir qu'est-ce que ça fait vraiment de grandir avec des parents alcooliques. Et il pourra y avoir de la souffrance et des difficultés, mais c'est des prises de conscience qui vont émerger pour faire en sorte que lorsqu'on devient adulte, on puisse prendre des décisions pour ne pas reproduire le même cycle avec nos enfants. Bon, ça, c'est juste un exemple. Alors, il y a des façons très profondes de comprendre pourquoi une situation difficile arrive. Donc, si je reviens à la phrase
qui était, est-ce que c'est absolument vrai que la situation de base avec laquelle on part ne devrait pas être ainsi, qui était, les parents ne devraient pas négliger leur enfant. Qui je suis, moi, pour savoir que les enfants n'ont pas choisi ces parents-là vraiment pour faire des prises de conscience importantes et que toute la chimie qui se joue entre ces parents-là et ces enfants-là ne va pas leur donner une expérience particulière qui va les rendre différents quand ils vont avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, en profondeur, on réalise qu'on ne peut pas le savoir. On porte un jugement sur la vie en décidant de façon autoritaire que les choses devraient être comme ci, comme ça, mais plus on approfondit, plus on voit qu'on ne peut pas avoir ce regard-là de certitude, si on peut dire.